Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, les titres de cette édition d'information. Les bras de mer et autres bas-fonds occupés de manière anarchique par des citoyens. Une situation qui, vous allez le voir, n'est pas sans conséquences. Explication dans ce journal. Moussa Conté, deuxième fils du feu président Lansana Conté, a été inhumé hier à Moussaya, dans la préfecture de Doubreka. La tristesse et l'émotion se lisaient sur les visages des parents, amis et proches du défunt. Et puis, le tout nouveau ministre de l'Information, Toba Césaire Pogomou, répond aux questions de Alpha Oumar Barry. Ce sera dans la rubrique Invité du journal. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour le compte de cette édition que nous démarrons par le chapitre politique. L'inspecteur politique du RPG Arc-en-Ciel à Fokaria, avec son mouvement Bezaki, pour une tournée dans les sous-préfectures et districts de la localité. La démarche vise à sensibiliser les populations et valider les bureaux des sections et sous-sections du parti présidentiel. La dernière étape en date de cette tournée a été la sous-préfecture de Benti. Ibrahima Souriari Yansané, reportage. La visite de l'inspecteur politique du RPG Arc-en-Ciel et de son ONG Besaki à Benti a été ce jeudi une démonstration de force pour les militantes et militants de cette localité. Ils se sont fortement mobilisés pour recevoir Ibrahima Souaré et sa suite. L'objectif de la visite est réorganiser les structures du parti à la base, informer les citoyens sur la vision du chef de l'État en vue d'un meilleur résultat lors des législatives. À l'occasion, le maire de la commune rurale et le secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel de Benti ont réitéré l'engagement des populations à soutenir les actions du parti et du président professeur Alpha Condé. À 100%, à 95%, Monsieur l'inspecteur politique, nous, militantes et militants, s'engagent à s'investir sans réserve dans le vaste programme de changement de son Excellence, le professeur Alpha Condé. Alors que la localité manque de routes, d'écoles et de centres de santé de qualité, les populations ont sollicité le soutien du chef de l'État. En réponse, la délégation a promis de transmettre le message au professeur Alpha Condé. Je vais expliquer ça réellement, clairement avec le président. Il a promis la population de Samo, il va faire la route. Je sais que c'est un président qui est honnête, qui est véridique, il va réaliser. La route de Samo sera réalisée avec lui. Au niveau du Benti, ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que la population de Benti avait dit lors de l'élection présidentielle jusqu'à présent, ils sont derrière leurs paroles. Donc le président Alpha Condé va les honorer. Nous sommes convaincus aussi qu'ils sont tous mobilisés pour accompagner le président, notamment pour l'élection législative qui s'annonce dans les semaines, voire les mois à venir. Avant de quitter, Ibrahima Souaré et sa suite ont validé le bureau de la section RPG Arc-en-Ciel de Benti. La prochaine étape pourrait être la sous-préfecture de Moussaya. Autre facette de l'actualité, je vous le disais en titre, les bras de mer et autres bas-fonds sont illégalement occupés par des citoyens dans certains quartiers de la haute banlieue de Conakry. Conséquence de cette situation, les inondations sont souvent légion pendant la période des grandes pluies. Les explications dans ce reportage de Fanta Conté. Conakry, autrefois perle de l'Afrique de l'Ouest, ne présente plus une image reluisante. Outre l'état d'immondice qui jonce les rues et autres artères principales, les bras de mer et les bas-fonds sont anarchiquement occupés de nos jours. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour dans certains quartiers de Conakry, notamment Nongo et Lambani. Dans ces endroits, il est permis à tout citoyen d'y réaliser un édifice en fonction de ses relations, mais aussi de ses moyens au mépris des lois de la République. La corruption aidant, la plupart des cadres fortunés de la Guinée avec l'urbanisation se sont taillés des parcelles de choix sur les bords de mer où ils ont érigé des villas somptueuses au vu et au su des autorités du pays. D'autres, à cause de la belle vue qu'offre la mer, bâtissent des hôtels et restaurants, ce en dépit de la violation flagrante du plan cadastral relatif à la protection de l'environnement.
Par rapport à l'occupation des bras de mer, ou en tout cas des petits marigots qui serpentent la ville de Conakry, vraiment c'est déplorable. S'ils sont bien traités, s'ils sont bien sauvegardés, ils peuvent faire respirer la ville de Conakry. Mais c'est aujourd'hui dommage, c'est vraiment regrettable de constater que de Koléa jusqu'à 36, tout ce qui constituait comme fleuve intarissable, c'est avec l'intervention de l'homme, je dirais une intervention nocive de l'homme, que ces petits fleuves-là ont presque disparu. Dès que les pluies de Conakry commencent à s'installer, il y a l'envahissement des quartiers par les eaux de ruissellement. Et c'est justement parce que l'eau, on ne barre pas la route à l'eau. Dès que vous lui barrez la route, elle se ferait un autre chemin. Et généralement, ce chemin qu'elle se ferait crée toujours des dégâts. Cette occupation anarchique des bras de mer et autres bas-fonds se fait en complicité avec les élus locaux de ces quartiers, mais aussi avec l'accord de certains cadres véreux du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui pour se faire de l'argent n'hésitent pas à bafouer les lois en vendant à des prix exorbitants les domaines réservés de l'État, ce qui provoque souvent des inondations causant des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants, sans parler de la dégradation poussée de l'environnement avec des stagnations d'eau. Les responsables, je dirais, c'est les autorités, et en particulier le ministère de l'Habitat. Et une capitale, tant que c'est une ethnie qui se dit « je suis autochtone, donc je vends à qui je veux, et quand je veux, et au montant que je veux », ce n'est pas encore la capitale. La capitale appartient à l'État. Lors d'une tournée dans les différents sites, le ministre Saramadi Touré avait promis de prendre des dispositions nécessaires pour freiner l'occupation anarchique des bras de mer. Une promesse qui est laissée lettre morte. L'ancien ministre de l'Habitat Mathurin Bangoura avait aussi annoncé des mesures pour détruire les édifices construits au bord des mers, une annonce qui est restée sans suite. Il serait aujourd'hui judicieux que l'État prenne ses responsabilités pour protéger ces bras de mer qui constituent la porte d'entrée de la brise marine pour éviter à la Guinée des catastrophes naturelles, notamment l'inondation qui frappe souvent certains pays de la sous-région. Reportage signé Fanta Conté. Volet santé de cette édition, parlons des AOMI, une pathologie cardiovasculaire qui a des répercussions sur les membres inférieurs. Mal connue, elle peut entraîner l'invalidité de certains patients. Alors, comment se présente cette maladie? A-t-elle des symptômes? Pour en savoir davantage, notre spécialiste maison Salim Kamara a rencontré des médecins. Voici son reportage. AOMI signifie artériopathie oblitérante des membres inférieurs. C'est une maladie cardiovasculaire donc liée au cœur et aux vaisseaux sanguins. Son danger relève de sa méconnaissance, même par certains médecins qui parfois confondent ces manifestations à celles de pathologies neurologiques ou dermatologiques. C'est des maladies artérielles caractérisées soit par la diminution de la lumière des vaisseaux ou bien la présence d'un thrombus au niveau de la lumière de l'artère. Et c'est ce qui est à la base des troubles de la circulation qui compromet énormément la circulation là où l'artère donne la nutrition. Bien qu'à la base de plusieurs signes, les AOMI ont pour apanage quelques symptômes à retenir. Au début, peut-être il y a des fourmillements au niveau de la jambe, avec une sensation de désagrément au niveau des membres inférieurs, mais à la longue, c'est des douleurs à la marche, qu'on appelle communément la claudication intermittente. Donc l'individu, il marche, il est obligé de s'arrêter puisqu'il y a la douleur qui apparaît au niveau de ses membres inférieurs. Et lorsque il est détendu un peu, les douleurs disparaissent, il reprend sa marche et il continue. Les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs ne sont pas que méconnues. C'est l'une des maladies qui impacte négativement la vie des patients et de leurs familles. En plus de son caractère invalidant, son traitement a un coût exorbitant. Ça a des conséquences dramatiques, non seulement du point de vue économique, mais du point de vue aussi invalidité. Leur traitement coûte excessivement cher. Je vous donne par exemple un exemple, voici ce qu'on appelle la somme de Fogarty. Les malades vont le payer à 3 millions et quelques. Et on ne peut pas rentrer au bloc avec une sonde. Il faut rentrer avec 2 sondes. Et ça, c'est seulement ça, ce petit appareillage-là. La consommation des fruits et légumes, les exercices physiques, l'éviction des aliments gras et du stress aideraient à prévenir les maladies cardiovasculaires, dont les AOMI.
Dans le même siège, des vivres pour des personnes vivant avec le VIH-Sida de certaines structures sanitaires de la capitale. C'est un geste du Programme alimentaire mondial à travers la Fondation Espoir Guinée. La remise du don s'est déroulée cet après-midi à Petit Simbaya, c'est dans la commune de Ratoma. Mamadi Kamsoko y était, son compte rendu. Ce don est composé de sacs de riz, de farine, de sucre, de haricots petits pois et d'huile végétale. Il est destiné à plus d'une trentaine de personnes vivant avec le VIH-Sida sous traitement antirétroviraux. Ces personnes, été sélectionnées dans les CMC Ratoma Matam, les centres de santé Wanidara Bessia Port 1, Bertrand Fotoba et du CHU Donka. Pour les bénéficiaires, ce geste humanitaire de la Fondation Espoir Guinée a besoin d'être soutenu et encouragé. Ils ont sollicité des autorités plus d'assistance. Au nom des personnes vivant avec le VIH-Sida, je m'en vais demander à l'autorité compétente d'avoir nous aider afin de propager la prise en charge psychosociale dans tous les centres de prise en charge. Parce que dans certaines localités, on voit que la prise en charge psychosociale n'est pas fiable. Ça n'existe même pas. Or, le traitement du VIH-Sida, il y a des volets. Volet médical et volet psychosocial. Chacun d'eux représente 50%. Ce programme de distribution de vivres initié par la FEG et l'OPAM remonte à 2004. À ce jour, quelques 400 personnes bénéficiant de cette aide sont enregistrées. Ce programme ambitieux a un impact positif sur la vie des personnes vivant avec le VIH et la réussite d'une action de réduction du nombre de perdus de vie dans nos rangs. La FEG s'est toujours engagée pour le respect des critères de sélection du PAM qui sont, entre autres, être une personne vivant avec le VIH sous traitement ARV, être orphelin, enfant vulnérable de moins de 18 ans, être veuve ou veuf ayant perdu le conjoint à cause du sida, être une femme enceinte ou mère allaitante séropositive. Nous profitons pour solliciter l'augmentation de la quantité des vivres du PAM pour couvrir l'ensemble de nos bénéficiaires répondant aux critères de sélection du PAM. Au gouvernement et aux bonnes volontés de soutenir et accompagner l'action du PAM. Créée en 1995 avant d'être agréée en 1997, la Fondation Espoir Guinée est une association de personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. Elle se bat pour l'amélioration des conditions de vie des malades du sida. Et puis ce communiqué du GOA qui vient à l'instant même de nous parvenir, communiqué datant du 13 novembre 2012, communiqué dont je vous fais lecture tout de suite. Le président du groupe organisé des hommes d'affaires GOA en abrégé informe tous les membres de la section GOA de Madina que la journée du samedi 1er décembre est déclarée journée d'assainissement du marché de Madina. À cet effet, il est demandé à la section GOA de Madina de prendre toutes les dispositions nécessaires pour informer tous les commerçants, hommes et femmes, propriétaires des boutiques, magasins et ateliers, de procéder au nettoyage de leurs déventures, de collecter les ordures et de les entasser devant les installations respectives. Conakry le 13 novembre 2012, signé le président du GOA, Chérif Mohamed Abdallah. Page noire de cette édition, inhumation du deuxième fils du feu président général Lansana Conté, décédé mercredi à Tanane Bouramaya, des suites d'un arrêt cardiaque. Moussa Conté a regagné hier jeudi sa dernière demeure à Moussaya, dans la préfecture de Dubreka. Parents, amis et proches du défunt étaient plongés dans une ambiance de tristesse et d'émotion. Et là, Jouma Bari. Qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai rien à dire à mon mari. Comme il est parti, je le pardonne. La vie est faite de plusieurs matins. Ce jeudi était un autre matin pour cette famille de feu Lansana Conté, ex-président de la République, décédé en 2008. Elhadj Moussa Conté a rejoint sa dernière demeure à Moussaya où il repose désormais. Âgé de 45 ans, Moussa Conté part et laisse derrière lui une femme et 2 enfants. À cette occasion, collaborateurs, amis proches, tous sont venus compatir avec la famille Conté éplorée. Une mort qui a affecté la famille et les amis intimes du défunt qui n'en reviennent pas. Je garde tout comme meilleur de
mon petit frère, parce que nous avons grandi ensemble et nous avons étudié ensemble et en Guinée et à l'extérieur. Mais il n'était pas un petit frère à moi, c'était un ami. Donc tout ce que j'ai aujourd'hui comme malheur, c'est sa disparition. Je garde plein de souvenirs avec lui. On a travaillé ensemble avec sa société, Mosma. On a fait beaucoup de choses ensemble. Ce qui me touche surtout de lui, hier à 13h, Moussa et moi on s'est parlé au téléphone. Il me disait de le rappeler à 15h. J'ai dit bon, à 15h je t'appelle. À 15h on m'a permis qu'il est mort. Et ça m'a vraiment surpris. Je la pardonne de ce qu'elle m'a fait. J'ai tout laissé. Ça je reconnais. J'ai perdu un mari. Il a tout fait pour moi. Tout. Comme Dieu est grand. Sinon pour le remplaçant, il n'y a pas. Compassion et tristesse se lisaient sur la figure des proches et amis du défunt à Moussaïa hier. Certaines personnalités ont pris part à cette cérémonie funèbre, notamment quelques membres du gouvernement, le président de l'UFR, Sidya Touré et autres. Certains se souviennent de son père et d'autres de lui-même. Un sentiment de profonde tristesse, car il n'y a pas 48 heures que j'ai parlé avec Moussa Conté. Il me dit, bon, quand je descendrai à Conakry, je viendrai te voir, c'est-à-dire aujourd'hui, jeudi. Alors, hier soir, après la passation du service au ministère du Tourisme, on m'informe que Moussa est décédé. Je n'y croyais pas. J'ai fait son numéro. Le président Conté n'est plus là, mais je remercie le bon Dieu, car depuis que le président Alpha a pris en main cette famille, sincèrement nous sommes heureux. Ababa président Lansana Conté ana hanna ba yibori be nana mo sunno yima to ha hadi balagra ya mubara to la Guinée bi mara déplacer fafira nyana ina mo be mubara ko mu ne mo Lansana Conté ma mo lu ba mane be ala ga bare fima ala ga birina walsa. Ici repose à jamais le regretté El Hadj Moussa Conté. Rien n'est plus désolant que de perdre un être cher. Repose en paix, Moussa Conté. Amen. Sport, l'association sportive des forces armées guinéennes, ASFAG en abrégé, a pris part au tournoi préparatoire de la prochaine Coupe d'Afrique militaire. Cette compétition est prévue du 3 au 12 décembre 2012 à Abidjan. Les joueurs de l'ASFAG ont regagné Conakry ce vendredi en provenance de Ouagadougou. Ils ont été accueillis avec chaleur à l'aéroport international Conakry-Bessia par les officiers du bataillon des sports militaires et paramilitaires. Fodé Camara. 3 victoires, 2 défaites, 8 buts marqués, 2 buts encaissés. C'est le bilan du parcours de l'association sportive des forces armées de Guinée au tournoi de Ouagadougou. Tournoi qui se situait dans le cadre des préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique militaire que la Côte d'Ivoire abritera du 3 au 18 décembre prochain. Resté en tête durant les préliminaires, le club militaire est passé tout près du succès à cause de sa courte défaite face au Mali en finale 1-0. Défaite occasionnée par certains petits problèmes d'ordre organisationnel. Ce qui nous a manqué, on avait au moins plus de 6 joueurs qui étaient malades. On a joué au moins à 11. On n'avait pas de remplaçant. Il y avait tellement de soleil. On était fatigués. Tout ça, là, ça a joué sur nous. Si en championnat et en coupe nationale, l'ASFAG est restée l'ombre d'elle-même avec peu de buts marqués, la confiance renaît au sein de cette formation grâce à sa ligne d'attaque qui devient de plus en plus fertile avec plusieurs buts marqués. Cela grâce à un travail sérieux fait par l'encadrement technique. C'est un sentiment de joie vraiment et de gaieté qui m'anime. À l'issue du tournoi, que la Guinée se classe première d'abord, parce que chaque équipe devait disputer 4 matchs. Ce qui donnait un total de 12 points. Et la Guinée a gagné ces 3 matchs, c'est-à-dire 9 points. Au décompte final, la Guinée s'est classée première. Mais puisque la particularité de ce tournoi, il fallait que le premier et le deuxième se rencontrent pour la finale, c'est en finale que la Guinée a perdu. Vraiment, moi, je suis très, très fier. Cela dépend de la stratégie adoptée. Vous savez, lors des derniers jours de préparation, nous avons beaucoup travaillé devant les buts. C'est vrai parce que
Si vous avez suivi l'ASFAG en championnat de Ligue 1, l'ASFAG marquait difficilement parce que c'est une équipe qui défendait. Or, moi, ma philosophie, pour mieux me défendre, j'attaque. C'est-à-dire, j'éloigne le danger de mon camp. En tout cas, le bataillon de sport militaire et paramilitaire n'hésite et n'hésitera pas à mettre les moyens si le résultat est bon. Je remercie les autorités militaires et paramilitaires, surtout l'état-major général des armées et le ministre délégué de la Défense, qui, tous les problèmes posés en eux ont été résolus pour ce bon redéveloppement de ce grand match tant attendu. Les préparatifs de l'équipe vont se poursuivre car la Coupe d'Afrique militaire, c'est dans quelques jours à Abidjan où l'ASFAG évoluera dans la poule B en compagnie de l'Égypte et de la Zambie. Changeons maintenant de registre pour aborder le chapitre culture de cette édition. L'ONACIG, Office national de la vidéo-photo et du cinéma guinéen en guerre contre la piraterie dont font l'objet les œuvres cinématographiques et artistiques. Une mission d'inspection de cette structure a saisi des milliers de CD piratés à l'intérieur du pays. Ces CD ont été présentés ce vendredi au ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Sarah Kamara. Reproduire une œuvre sans payer les droits d'auteur, faire une copie frauduleuse de disques ou de films est un acte de piratage. Les artistes et l'Office national en charge du cinéma guinéen sont aujourd'hui confrontés à ce phénomène de piraterie qui gangrène ce secteur. L'ONACIG, en complicité avec le département de la culture, s'est réuni à discuter, a mis un plan d'action pour essayer de traquer ces pirates. Aujourd'hui, nous avions saisi 38 000 cassettes dont la valeur marchande est de 190 millions de nos francs. Le pirate, quant à lui, est un individu sans scrupules qui s'enrichit aux dépens d'autrui dans la spéculation. Le ministre Ahmed Tigani Cissé, face à cette situation, interpelle la population à collaborer pour la prise des dispositions idoines contre ces pirates qui représentent, selon lui, une menace pour l'identité culturelle du pays. Ce sont des gens inconscients, ils font ça inconsciemment, mais ils ne savent même pas qu'on ne tue pas la poule aux œufs d'or. Parce que faire des cassettes piratées comme ça, c'est tuer ceux qui créent ces cassettes. Puisque c'est piraté, ils n'ont aucun centime. L'État perd les taxes, les créateurs perdent les revenus. Et plus grave, sur le plan moral, parce que ce n'est pas contrôlé, c'est n'importe quoi. Des images de pornographie, de violence, des choses qui sont totalement contraires à notre culture. Il faut que nous ayons la possibilité de les mettre en tôle, de les mettre en prison. C'est des criminels. C'est extrêmement dramatique pour notre culture, pour notre avenir. Nous sommes en train de foutre en l'air notre avenir, notre identité culturelle. Neutraliser les pirates sur le marché guinéen est bien possible, mais pour cela, il faut passer par certaines méthodes. En essayant par exemple d'interdire et de permettre à ONACIG d'être exclusivement le seul importateur des CD vierges, le seul importateur de la plastique qui recouvre ces CD, le seul importateur des machines qui font la duplication. Parce que qu'est-ce que les pirates font? Ils viennent à ONACIG, ils payent les estampilles. Les estampilles, c'est les petits insignes de l'ONACIG qui sont collés sur les CD. Mais une fois qu'ils sont sortis, s'ils achètent par exemple pour 1000 cassettes, ils photocopient, ça leur fait 10 000 cassettes, 15 000 cassettes. Puisque la population ne peut pas faire la différence entre un film piraté et un film non piraté, les cassettes se vendent. Après la mission des inspecteurs déployés sur le terrain en Haute et en Moyenne Guinée, la prochaine étape sera en Basse Guinée, précisément à Conakry, dans le plus grand marché de la capitale où se trouve le poumon de la piraterie, selon l'Office national de la vidéo, la photo et du cinéma guinéen. Mais le manque de moyens nécessaires pour éradiquer ce fléau reste une problématique. Dans le même registre, l'artiste-chanteur Petit Kanga, lauréat du Guembé d'Or du meilleur album de l'année 2012, a animé ce vendredi un point de presse. C'était au Centre culturel franco-guinéen. Petit Kanga a présenté son trophée obtenu lors de la 11e édition du Cercle des meilleurs. Il a aussi remercié la presse pour son combat en faveur de la promotion de la musique guinéenne. Aboubakar Arafan Kamara.
Le Djembé d'or est un prix qui est décerné chaque année aux promoteurs de la musique et artistes guinéens qui se sont particulièrement illustrés en montrant avec brio leur talent. Et cette année, l'honneur est revenu à Petit Kandja Kouyaté dans son nouvel album Ça fait mal, sorti le 15 juin 2012 d'avoir le Djembé d'or du meilleur album de l'année. Dans son discours, l'artiste a remercié les hommes de médias qui, selon lui, favorisent la promotion de la musique guinéenne. Certes, c'est la qualité du travail qui m'a valu ce trophée du meilleur album de l'année parmi 98 autres, mais aussi grâce au soutien de l'ensemble de la presse guinéenne. C'est pourquoi j'ai donné ce prix à la presse guinéenne qui représente dignement ici ce matin. Très détendu devant la presse, l'un des promoteurs de la musique guinéenne a mis un accent particulier sur les relations de Petit Kandja Kouyaté avec José de News Africa, manager d'une certaine Siatolo. Et José et Petit Kandja se sont rencontrés à Dakar. C'était au cours d'un événement très majeur. Et je vous ai dit, Petit Kandja le voit sur scène. Sincèrement, tu ne douteras pas de ses compétences musicales et artistiques. Donc c'est là-bas. Raison pour laquelle on vous dit un artiste n'est rien sans une structure derrière. Plusieurs promoteurs de la musique traditionnelle guinéenne ainsi que des journalistes présents ont prodigué des sages et utiles conseils à l'artiste. On doit applaudir les autres, encourager les autres artistes, mais à travers Petit Kandja. C'est un garçon qui est très vicieux musicalement et professionnellement. Donc je tiens à vous remercier très sincèrement d'avoir nous accompagnés. Je suis là en tant que consultant et observateur, opérateur culturel. Tous les artistes doivent prendre l'exemple sur lui-même à travers sa génération. Ce que je recommanderais à Petit Kandja, c'est d'avoir la tête sur les épaules, les pieds sur terre, de se maintenir et de mettre dans sa tête que c'est le début d'un marathon. Petit Kandja Kouyaté reste de nos jours l'un des artistes guinéens les plus en vue à travers ses prestations musicales teintées de sonorités riches et variées. Culture toujours, la 11e édition du concours panafricain de beauté Miss Naides 2012 a eu lieu samedi dernier à Cotonou au Bénin. À l'issue de cette compétition, la candidate guinéenne Mariam Diallo, âgée de 22 ans, a été élue deuxième dauphine. À son retour hier à l'aéroport international Conakry-Bessia, elle a été accueillie par les responsables du département de la jeunesse et ceux du Comigi, comité Miss Guinée, Billy Nankouma Kondé. Ce n'est pas une surprise. La beauté, l'intelligence et la belle plastique corporelle de la femme guinéenne étaient pour Mariam Diallo des atouts décisifs pour prendre pied dans cette 11e édition du concours panafricain de beauté Miss Nayad 2012. Une compétition au cours de laquelle elle a été élue deuxième dauphine. Il fallait faire une chorégraphie d'ensemble et puis les répétitions, ensuite essayer les tenues et tout. Il y a eu 3 passages. Un passage en tenue traditionnelle où l'on devait représenter une de nos régions. Et moi, j'ai choisi la Haute-Guinée. J'ai dansé la Mamaya de Janka la Divine qui a été beaucoup applaudi. Ensuite, il y a eu le passage en tenue de ville. Et après, le passage en tenue de soirée où on a eu à me poser une question sur l'environnement, notamment les conséquences sanitaires de la mauvaise gestion des déchets. À Cotonou, au Bénin, où s'est déroulé le concours qui a mis en compétition 16 candidates venues de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe, Mariam Diallo a bénéficié du soutien de la communauté guinéenne vivant à Cotonou. Mais vraiment, la Guinée a fait une très belle prestation et je profite de l'occasion pour remercier les Guinéens de Cotonou. Ils se sont vraiment mobilisés pour venir nous soutenir. Nous ne nous y attendons vraiment pas à cette chaleur-là. Ils étaient là avec le drapeau guinéen et ça faisait chaud au cœur. Le ministre de la Jeunesse était présent, le consul de la Guinée au Bénin aussi était présent. Le comité Miss Guinée, Comigi, a travaillé dur pour arriver à ce résultat. C'est avec beaucoup de préparation et de persévérance et aussi avec beaucoup de courage et d'espoir. Avant qu'elle ne parte, elle m'avait promis forcément un podium. Et je pense que la promesse est tenue. Et je suis très heureuse. Elle était toute confiante lorsqu'elle partait. Une réelle satisfaction pour le représentant du ministre de l'Emploi jeune et des Sports. C'est un sentiment de joie parce qu'il faut reconnaître qu'elle retourne avec un prix qu'elle offre à la Guinée pour la réconciliation et l'unité nationale. On ne peut que se réjouir. Et moi, je dirais que le ministre de la Jeunesse, Emploi jeune et des Sports, s'était rendu au Bénin dans le cadre d'une conférence. Il a constaté qu'il y avait cette élection-là
personnellement, il s'est déplacé au nom du peuple de Guinée. Il a mobilisé l'ambassadeur, le consul, il a mobilisé tous les ressortissants guinéens résidents au Bénin pour venir soutenir nos sœurs guinéennes. Mariam Diallo, âgée de 22 ans, est ingénieure en télécommunications. Elle vient après la Miss Nayade 2012, l'Ivoirienne Ouattara Marie-Josée et la première dauphine, la Nigériane Onakone Ozalor. A rappelé qu'en 2010, Kadia Touba, première dauphine de Miss Guinée, avait réussi à se hisser au sommet de cette compétition panafricaine. Et oui, quand la beauté se conjugue avec l'intellect, ça fait forcément une belle mayonnaise. À présent, place à la rubrique invité du journal. Alpha Oumar Barré reçoit, une fois n'est pas coutume, le tout nouveau ministre de l'Information, Togba Césaire Pogomou. Au menu de l'entretien, les visites de prise de contact du ministre dans les médias privés. Messieurs, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la rubrique L'invité du journal. Aujourd'hui spécialement, nous recevons le ministre de l'Information dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les stations de médias privés de la place. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être sur ce plateau. La première question que je vais vous poser, monsieur le ministre, c'est de savoir quel est l'objectif de cette tournée. L'objectif de cette tournée, c'est que c'est une visite des médias privés qui se situent dans le cadre des engagements que le président de la République a pris, le professeur Alpha Condé, de perfectionner la prestation des médias guinéens. Et dans cette perspective, on ne fait pas de distinguo entre une presse de gauche, une presse de droite, une presse publique et une presse privée. Donc l'objectif, c'est de prendre contact avec tous les médias guinéens, quelle que soit leur catégorie, qu'ils soient privés ou publics, pour qu'ensemble nous mettons sur la table tous les problèmes qui sont des points de dysfonctionnement de ce secteur et pour que nous les analysions avec lucidité, donc froidement, afin de trouver les solutions. Donc déjà, depuis ma prise de service le 9 octobre, j'ai visité le secteur de la presse publique. Nous y avons recensé ces problèmes. Nous y avons proposé des solutions avec des échéanciers. Et prochainement, nous comptons sortir un document qui est le résultat de cette visite-là, de cette visite, j'allais dire, parce qu'à l'issue de la visite, nous avons programmé un séminaire où des partenaires, même étrangers du secteur, sont venus y apporter leur regard du dehors, puisqu'on ne peut pas être à la fenêtre et regarder passer dans la rue. Donc nous avons ce document qui est en phase de finalisation. Immédiatement, nous avons enclenché avec la presse privée pour aussi y voir tous les problèmes. Tout cela pour donner la preuve la plus palpable que nous sommes ensemble, nous courons vers un même objectif, celui de la qualification des médias en Guinée. Donc c'est dans cette perspective que depuis hier, j'ai commencé à visiter un certain nombre de médias. Il est indéniable aujourd'hui, monsieur le ministre, que les médias privés et les médias publics, d'ailleurs, ont fait beaucoup dans l'ancrage de la démocratie en Guinée. Vous, personnellement, quel est le regard que vous portez sur surtout les médias privés de la place? Le regard que je porte sur les médias privés de la place sont un regard mitigé. Mitigé dans une première phase positive, à cause du courage, l'engagement qu'ils ont vraiment de s'investir dans le domaine afin de consacrer l'expression plurielle dans notre pays dans le cadre de la gouvernance démocratique. L'autre regard mitigé, l'autre point de ce regard mitigé, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurisme, en plus de la volonté que les uns et les autres ont de se qualifier. Donc c'est pourquoi nous sommes ensemble, nous voulons que nous soyons ensemble pour adresser toutes ces questions-là, pour que davantage nous allons vers la perfection. Vous l'aviez dit, beaucoup d'amateurisme dans le cadre des médias privés de la place. Quelles sont les solutions que vous envisagez dans le cadre de la qualification justement de cette presse? Bon, le b.a.-ba de toute qualification, c'est la formation. Mais pour que nous atteignions cet objectif, il faut que nous ayons des structures appropriées, des programmes appropriés, des stratégies appropriées pour que les gens soient formés. Et je suis très satisfait que partout où je suis passé, l'accent a été mis sur le recrutement des jeunes, qu'ils sortent des instituts de Kuntia ou du Breka. Ça, c'est un point positif parce que le président de la République accorde un point d'honneur à la formation des jeunes, donc à la féminisation
de l'emploi, de l'administration et au rajeunissement. Je crois que déjà vous êtes dans le droit fil de cette recommandation du chef de l'État. C'est dans cette perception également que je vous adresse mes encouragements et vous invite à poursuivre cet élan-là. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, messieurs. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de la commune de Dixine.